Bonjour et bienvenue au Parlement européen pour Ici l'Europe. L'année 2014 sera-t-elle celle de la femme? L'Union européenne a mis l'égalité des genres au cœur de ses politiques, de ses valeurs, mais dans les faits, eh bien, la cause des femmes progresse très lentement. En politique, elles ne sont présentes qu'à hauteur de 26% dans les parlements nationaux des pays membres de l'Union européenne. C'est un peu mieux dans cet hémicycle à Bruxelles avec 35%, mais rien ne dit que ces chiffres vont progresser aux prochaines élections européennes en mai, pas plus dans les institutions de l'Union européenne d'ailleurs que dans le monde économique où l'on s'interroge sur la nécessité d'instaurer des quotas féminin. Alors sur le terrain de la vie privée, certains s'inquiètent aussi d'une possible régression dans les acquis. L'Espagne conservatrice de Mariano Rajoy, par exemple, a créé l'émoi en remettant en cause le droit à l'avortement. Nous allons en discuter avec vous. Astrid Lullig, bonjour. Bonjour. Vous êtes députée européenne luxembourgeoise, doyenne de cet hémicycle. Vous êtes arrivée... Je suis arrivée en 65. Je suis maintenant la plus vieille femme, mais en 65, j'étais de loin le plus jeune membre. Voilà pourquoi je suis la seule rescapée du Parlement. Peu féminisé, c'est moins le cas aujourd'hui. Isabelle Dirand, bonjour. Bonjour. Vous êtes eurodéputée, vice-présidente du Parlement européen, élue verte de Belgique. Et puis, vous êtes aussi avec nous, Adina Ioana Valean, bonjour. Bonjour. Députée européenne roumaine pour les libéraux. Alors, commençons d'abord par un état des lieux de cette Europe et des femmes au pouvoir dans cette Europe. Et quand on regarde chacun des parlements nationaux, en moyenne, on est à 26%. Alors, ça paraît pas mal, mais en même temps, quand on regarde le reste du monde, c'est 21%. Donc, on n'est pas tellement en avance, Isabelle Durand. Mais non, on n'est pas tellement en avance. Et je pense que ça tient essentiellement au fait que dans beaucoup de parlements nationaux, on n'a pas de règles ou de principes qui obligent à avoir une alternance homme-femme sur les listes. Et donc, de facto, comme il y a plus d'hommes, comme traditionnellement c'était un milieu plus masculin, que c'est souvent les hommes qui font les listes, ils ne cherchent pas à avoir des femmes. 40% en Belgique, vous êtes dans le peloton de tête, vous. Mais parce qu'on a une loi et parce qu'on a une règle qui fait qu'on a une alternance homme-femme obligatoire aux deux premières places, plus la parité sur la liste. Et ça a fait monter le pourcentage de femmes au Parlement de façon spectaculaire. Et c'est très bien comme ça. Et elles sont ni plus compétentes ni moins compétentes. Elles sont les mêmes que les hommes. Et c'est très bien comme ça. 21% pour le Luxembourg. Vous êtes dans la moyenne avec la France pour les femmes dans les parlements nationaux. Oui, mais au Luxembourg, l'alternance ne marche pas parce que notre loi électorale permet des voix préférentielles et le panachage. On peut changer ça, hein? Mais moi, ça marche très bien. Moi, je suis très content. Je suis élue avec ce système depuis 65. Ah oui, alors, mais je veux dire que les Verts, par exemple, au Luxembourg, ont cette alternance homme-femme, mais il y avait des périodes où ils avaient le moins de femmes élues, parce que, évidemment, la notoriété des candidats est... En Roumanie, c'est très très bas, 13% effectivement. On a eu l'impression que les femmes, quand elles sont sorties de ces systèmes communistes qui étaient qui embrigadaient bien sûr la population, mais qui donnaient beaucoup de place aux femmes au travail et dans la vie. Non, on a eu tout le début, après le communisme, des femmes en politique. Peut-être on n'a pas essayé de voir le pourcentage de ça, mais quand même, il y a des femmes, même aujourd'hui, ça dépend du parti au parti. Les socialistes, c'est une idée socialiste avec les quotas pour femmes. C'est qu'ont fait les socialistes en Roumanie aussi. Moi, je suis du parti des libéraux. Par exemple, au Parlement national, on n'a pas un bon pourcentage. Mais dans le Parlement européen, on est 5 libéraux roumaines. 4 parmi 5 sont des femmes. Alors, c'est plus que 50. Donc, c'est vrai, le Parlement européen, c'est un peu plus quand même, 35%. On voit qu'il y a eu un effort qui a été fait sur les institutions européennes, mais il n'est pas majoritaire, on n'est pas à 50%. Mais non, mais c'est parce que nous n'avons pas, à l'échelon européen, de possibilité d'agir sur la confection des listes. Les listes, elles sont nationales. Le jour où on aura des listes transnationales européennes, on pourra peut-être décider d'une règle valable pour tout le monde. Mais tant que les listes sont nationales, c'est la loi électorale du Luxembourg, de la Roumanie, de la Belgique et de tous les autres qui s'appliquent. Mais vous dites que vous êtes favorable au quota, finalement, ça marche comme Je pense que ça méthode. marche, évidemment, parce que ça oblige les partis politiques à aller chercher des femmes. Il n'y a pas de raison que les femmes doivent se battre à tout prix
pour obtenir une place, alors qu'au fond, les hommes, ils sont de facto compétents ou de facto... Mais les hommes, ils se battent aussi pour obtenir avec la femme. Oui, mais non. Moi, je dois dire, au Luxembourg, on était pendant de longues années ici au Parlement européen. On avait 50% de femmes, nous sommes 6 députés luxembourgeois. On avait pendant de longues années 3 femmes et 3 hommes, ou 2 femmes. On avait Quand le Parlement n'a pas beaucoup de pouvoir. Non, mais non, mais non, il y a 5. Et vous êtes contre les quotas, Madame Lulling? Non, je ne suis pas contre les quotas en politique. Mon parti a des quotas. Et je trouve aussi que ça aide. Donc je ne suis pas contre les quotas en politique. Je suis contre le fait qu'on doit mettre un homme et une femme. Parce qu'il faut ah oui, mais alors, savoir quels sont... S'il n'y a pas d'obligation de mettre les femmes en tête... Mais les quotas peuvent être 50%. Alors, on les met toutes à la fin. C'est d'ailleurs ce qui se passe en général, c'est que les femmes sont plus souvent en bas de la liste et donc elles ne montent pas. Parce qu'on les met plus bas. Parlons de ce plafond de verre quand même. On arrive à le mesurer. D'ailleurs, quand on regarde le Conseil européen, c'est un peu Man in Black. Hein. On voit aligner donc 28 chefs d'État et de gouvernement. Puis alors les chefs d'État et de gouvernement, c'est Angela Merkel. Certes, c'est pas mal, mais ils sont 5 finalement. Hein. Donc pourquoi est-ce que on ne progresse pas et qu'est-ce qu'il faudrait faire justement dans la perspective de ces nouvelles européennes? Mais je pense que dans la perspective des européennes, il faut d'abord être exigeant sur la nouvelle Commission européenne et sur les postes, les 4 postes importants, président de la Commission, du Parlement, du Conseil et hauts représentants. Je pense que là, on peut faire mieux que ce qu'on fait aujourd'hui. Aujourd'hui, on a 1/3 de femmes commissaires, c'est pas beaucoup, 9 sur 27. Moi, je trouve qu'on devrait nous présenter dans chaque pays deux candidats, un homme et une femme. Mais ce n'est pas possible en vertu du traité, ne demandons pas des choses. Une proposition, mais non, les pays membres nous proposeraient 2 candidats. De chaque pays. Et vous ne pouvez pas dire vous avez 28 pays et vous devez regarder la situation politique dans les pays. Mais les pays pourraient chercher chacun à avoir 2 candidats valables, un homme et une femme. Mais non, ça ne donnera pas un seul candidat. Je pense que chaque pays avec son habitude, hein, ça peut marcher pour un et pas pour les autres. Et le poste de commissaire, c'est quelque chose vraiment spécialisé. Je pense que les gens là doivent être vraiment bons. On nous a déjà très bon qualité. Pour la Banque centrale européenne, on pouvait trouver. Alors, on en a trouvé une sur le board des directeurs. Bon, est-ce que c'est logique? Il n'y a pas de femmes qui savent faire de l'économie à travers toute l'Europe. Mais c'est pas ça. C'est quoi alors? Les gens à la Banque centrale européenne, au conseil d'administration, je ne parle pas de l'exécutif maintenant, ce sont les gouverneurs des banques centrales. Alors c'est au pays. Si dans les 28 pays, il n'y a que des hommes gouverneurs, c'est pas la faute à l'Europe. C'est les pays. S'il y a une femme gouverneure de la Banque centrale, elle y siège. Mais oui, donc la question se pose. Il n'y a pas. Ça se pose quand même. Il n'y a pas possible de trouver des gouverneuses des banques nationales. Mais c'est au pays de les trouver. Oui, si l'Europe ne peut pas se mêler de ça. Les pays pourraient les trouver si on leur disait la Banque centrale doit avoir un quota de 1/3 ou la moitié de femmes. Je vous prie de croire que les pays chercheraient à avoir des gouverneuses et pas des gouverneurs. Mais non, c'est pas utopique. Mais si. Alors, on va progresser sur ce débat, sur l'aspect un peu sociétal, en fait. Quand on regarde la question des droits des femmes, l'Espagne a créé la surprise et même parfois l'inquiétude. Fin 2013, le gouvernement conservateur de Mariano Rajoy a entrepris de modifier et détricoter la loi historique passée par son prédécesseur autorisant l'avortement jusqu'à 14 semaines. Du coup, l'Espagne pourrait rejoindre les 5 pays de l'Union européenne aux législations les plus restrictives sur l'avortement. Explication. Jusqu'ici, les efforts pour bloquer le nouveau projet de loi espagnol contre l'avortement ont été vains. Depuis 2010, grâce aux socialistes, les femmes peuvent avorter jusqu'à la 14e semaine de grossesse et jusqu'à la 22e semaine en cas de grossesse à risque ou de malformation du fœtus. Et les adolescentes à partir de 16 ans n'ont pas besoin du consentement parental. Mais si le projet des conservateurs est voté, les Espagnols ne pourront plus interrompre leur grossesse, sauf en cas de viol ou de risque médical. Tout avortement sera soumis à l'avis de 2 docteurs indépendants et les adolescentes de moins de 18 ans auront besoin du consentement parental. Les discussions continuent au Parlement, tandis que dans la rue, les manifestations contre la nouvelle loi se multiplient. Pourtant, selon un sondage publié par El País, 86% de la population est hostile à cette réforme. Les protestations se sont étendues à d'autres pays européens, avec de larges manifestations à Paris et Bruxelles.
Le Parlement européen presse les Espagnols de renoncer à ce projet. C'est au peuple espagnol de décider en accord avec ces lois. Mais les femmes ont le droit de faire leur propre choix en ce qui concerne leur santé et leur droit à la reproduction. Au bout du compte, c'est aux femmes de décider si elles veulent ou non avorter. Le vote final devrait avoir lieu après les élections européennes de mai prochain. Moi, je dois vous dire ceci. Il y a des droits de la femme qui m'intéressent beaucoup plus que le droit à l'avortement, qui sont beaucoup plus importants pour toutes les femmes que pour les millions de femmes. Et depuis qu'il y a les moyens de contraception, qu'on ne connaissait pas dans ma jeunesse, c'est irresponsable de tomber enceinte si on ne veut pas tomber enceinte. Et si vous libéralisez le droit à l'avortement, tous azimuts, ça va être contre les femmes. Parce que les hommes diront, mais toi tu peux avorter, donc moi je ne prends plus aucune précaution. Alors même votre voisine voulait réagir. Et ça c'est très dangereux pour les femmes. Moi je suis pour une bonne loi, mais laissez les femmes. Parce qu'il y a des hommes qui sont totalement irresponsables. Et s'ils savent que la femme peut avorter, comme on met une lettre à la poste, alors ils n'auront plus de responsabilité. Alors, votre voisine, même, voulait réagir, je crois. Pour Roumanie, ça a été un droit gagné pour les femmes après le communisme, car pendant le communisme, c'était interdit par le régime communiste. Et il y a eu beaucoup de tragédies pour des femmes qui allaient faire ça quand même, mais pas en conditions médicaux, bien sûr, légales. Et après le communisme, c'était un droit gagné, même si la société est... Il y a eu un film d'ailleurs qui a été primé sur ce thème à Cannes, qui a remporté la Palme d'Or sur ce thème. Ouais, voilà. C'était comme ça. Et je pense que n'importe quoi, si la société, maintenant, ça va diriger aux valeurs de famille, des valeurs plus traditionnelles, quand même le droit de peut choisir et faire un avoir, ça ne peut pas être... Vous n'allez pas reculer, quoi. Vous n'allez pas, vous allez le garder, ce droit-là. Oui. En Roumanie. Est-ce que vous avez le sentiment que avec la crise économique, globalement, il y a peut-être risque de régression du droit des femmes? Est-ce que c'est lié peut-être? C'est peut-être lié partiellement. Je crois aussi que remonte un certain puritanisme, une certaine morale. Moi, je pense qu'il ne faut pas prendre la question sur le terrain moral, il faut la prendre sur le terrain politique, de donner des droits, ce qui ne veut pas dire des obligations, et des droits à chacune d'avoir accès à ça. Et Madame Lulling, vous dites que ça deviendrait comme une lettre à la poste. Ce n'est absolument pas vrai. L'avortement, même dans les pays où il est autorisé et encadré, les chiffres sont extrêmement stables. Ce n'est pas du tout une lettre à la poste. Les femmes qui ont droit à l'avortement, on n'a pas de chiffres qui augmentent parce que l'avortement est encadré et libéralisé. Et donc on n'a pas du tout d'augmentation. Moi, en Belgique, je suis les statistiques du nombre d'avortements. Il n'y a pas d'augmentation. Au contraire, on n'a plus d'avortements clandestins. On a beaucoup moins de maladies des femmes, on a moins de femmes qui décèdent, ce qui est quand même évidemment la première des conditions. Oui, parce qu'il y a de la contraception. Alors pourquoi les femmes et les jeunes qui commencent déjà à avoir des relations sexuelles à 14-15 ans, pourquoi ils ne prennent pas les précautions qui sont là? Ils ont droit à toutes les méthodes de contraception, même la pilule après. Alors c'est un peu irresponsable si on tombe enceinte, si on ne le veut pas, sauf s'il y a viol. Et moi je vous dis, vous n'êtes pas au courant, nous avons une nouvelle loi du 21 décembre 2012 sur l'avortement, qui est beaucoup plus libérale que celle qu'on avait avant. Mais il faut passer 2 visites, etc. C'est un peu restrictif. Avec mon parti, le Parti chrétien social et socialiste, sont eux qui ont fait cette loi. Alors il ne faut pas... Les pays sont différents et voilà pourquoi l'Europe ne doit pas s'en occuper. Alors, les lois sur l'avortement, c'est la subsidiarité. Non, je ne pense pas. Je pense que le droit doit être le même pour toutes les femmes. C'est pas un droit, c'est ridicule. Ah, mais c'est un droit, bien sûr, c'est un droit. Alors, on termine quand même pour cette année 2014 sur les questions économiques. On a vu qu'on a essayé de booster la vice-présidente de la Commission européenne, justement Viviane Reding, une loi
pour imposer des quotas dans le secteur économique. Justement, on parlait de la Banque centrale européenne, mais dans les conseils d'administration des très grandes entreprises, elles sont très peu présentes. On a voulu les faire monter à 40%. Ça a été une bataille titanesque. Absolument. Il y a beaucoup de résistance et je la comprends mal, cette résistance, parce qu'il est normal qu'on ait aussi dans les conseils d'administration des grandes entreprises des femmes et qu'on aille les chercher. Les entreprises sont privées, oui. Elles ont le droit de décider qui est dans leur... On ne peut pas faire comme ça avec la politique, entrer dans la privée des compagnies. Et Madame Reding, je m'excuse, mais elle a eu beaucoup de projets en thèmes divers, mais bon, quand même, c'est pas un bon résultat. Hein. Moi, j'ai voté contre la proposition Reding, mais j'ai proposé une alternative, parce que la proposition Reding, ça intéresse peut-être 15 000 femmes dans toute l'Europe des 28 pays. 15 000 femmes dirigeantes qui donneraient l'exemple aux autres, qu'on peut arriver à briser le fameux plafond de verre. Moi, j'ai fait une proposition, une alternative, ce que j'ai déjà pratiqué au Luxembourg, pour faire des actions positives dans toutes les entreprises. Sur la base du volontariat, on a trouvé que ça marchait pas. Sur la base, vous n'avez pas... vous devez voir ma proposition de directive, qui est un texte cohérent pour cela, et cela intéressera des millions de femmes. Oui, mais... Tandis que moi, je suis aussi d'avis que ce n'est pas à la politique de dicter aux entreprises comment ils doivent choisir leurs dirigeants. Mais quand on fait des actions positives, moi j'ai réussi à faire monter, notamment dans les banques, des femmes à Luxembourg. Donc, moi je suis pour les actions positives, mais je suis aussi pour mettre des règles. Et je ne pense pas que c'est de dire aux entreprises qui elles doivent choisir. Elles choisissent évidemment qui elles veulent, c'est le privé. Mais de leur dire, vous avez une obligation d'avoir des femmes, ça les obligera à aller les chercher, sinon ils ne les cherchent pas. Oui. Merci à vous en tout cas. On voit que ce débat continue, y compris entre femmes, sur la place des femmes dans l'Union européenne. Merci de l'avoir très bien illustré. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous restez bien sûr en notre compagnie. Dans la seconde partie, nous retrouvons notre grand invité que je vous laisse découvrir en images. À tout à l'heure.